Est-ce qu'on a l'attention de tout le monde? Oui. Oui. Alors, bienvenue. Je m'appelle Serge Saint-Arnaud, je suis prêtre missionnaire d'Afrique depuis 37 ans. J'ai commencé au Congo et j'ai travaillé au Malawi et dernièrement en Zambie. Je suis en présence de mon confrère Roger qui a fait sa vie au Malawi. Alors aujourd'hui, c'est une grande joie de vous accueillir pour vous parler des masques du Malawi, les Gule Wamkulu. Alors je suis un peu nerveux parce que c'est la première fois que je le fais, puis j'ai des connaisseurs avec moi, puis j'ai mon confrère ici qui est passionné. Alors mon but aujourd'hui, c'est vous donner une petite introduction à la société secrète des Gule Wamkulu. Alors, quand j'étais au Malawi, j'ai travaillé dans un musée avec le père Boucher et on avait l'habitude de présenter ou de préparer pas des conférences, mais des sessions qui duraient normalement 4 jours. Et là, je vais vous résumer ça dans 1 heure. Alors, on ne pourra pas tout aborder. Mais le peu qu'on pourra faire, bien, on verra. Donc, nous entrons dans un mystère. Le mystère des Gule Wamkulu, qui signifie, si on traduit littéralement, la grande danse. Ce sont les danseurs et les masques des Gule Wamkulu. Alors, avant de parler comme tel des masques, il faut connaître un petit peu l'histoire. Donc, on va faire un petit horizon historique, là. On n'ira pas très loin, vous allez voir. Donc, le Malawi est un petit pays qui est coincé entre le Mozambique et la Zambie. Au nord, la Tanzanie, et puis au sud, ça se trouve être le Mozambique aussi. Alors, le Mozambique est sur le côté est, le côté ouest, c'est la Zambie. Et la région où nous allons vivre l'expérience d'aujourd'hui, c'est en plein milieu du pays. Comme vous voyez, c'est en longueur. C'est la région centrale où on voit ici Moua en rouge. Vous avez Dedza, Salima, Lilongwe. Lilongwe étant la capitale. Alors, vous avez ici un plus en détail. Alors ici, vous avez vu l'image précédente, c'est le point central ici. Donc, nous sommes dans le lieu central. Moua se situe ici. La capitale Lilongwe est ici. Et c'est la région centrale. Donc, le district de Dedza, vous avez le district de Salima, et c'est la région où nous allons parler des Gule Wamkulu, quoique les Gule ou le peuple Chewa n'est pas restreint au Malawi. On en retrouve de très nombreux au Mozambique et en Zambie. Donc, la tribu des Chewa est beaucoup plus large que la région centrale du Malawi. Et on retrouve les Gule dans les 3 pays. Gule, c'est danseur. Danseur. Gule Wamkulu. Wamkulu, c'est grandeur, c'est la grandeur. Gule, danse. Alors, il y a quelques années, je pense en 2005, si je ne me trompe pas, l'UNESCO a répertorié, a décrété le Gule Wamkulu comme étant une pièce maîtresse et intangible de l'art oral de l'héritage de l'humanité. C'est une chose intéressante, mais je vais revenir un tout petit peu à l'histoire parce que j'ai été un petit peu trop vite. Ce qui est arrivé dans l'histoire, en très bref, là, les très anciennes populations, disons, remontons à 8-10 000 ans, c'était les gens qu'on appelait les Akafula ou Batwa. Et ces gens-là étaient d'origine pygmée, mais venant d'Afrique du Sud. Alors, il y a des Batwa chez vous aussi. Alors, les Batwa, Akafula, plutôt venant d'Afrique du Sud, ils se sont installés dans les grottes autour du lac Malawi. Des gens de petite taille. Ils ont été là pendant très longtemps. Et on estime que l'origine des Gule vient de cette époque des Akafula. Et en fait, c'est une expérience spirituelle. L'expérience des Gule Wamkulu est reliée à la vie spirituelle de ces gens-là. Et plus tard, sont arrivés, venant de la zone du Congo, sont arrivés les Bantous.
Et un peu plus tard, les Wanda, les Piri, les Chisale, les Nkoma, les Mbewe, ce sont différentes tribus qui ont immigré dans cette zone. Et on croit qu'il y a eu simplement une mixité entre toutes ces populations-là, incluant les populations Akafula, qui ont comme telles disparu comme étant intégrées, se sont intégrées dans un mouvement de mixité avec les autres tribus, et qui a donné naissance aux Chewa, que nous connaissons aujourd'hui, qui, dans les années 1500-1600 environ, ont développé quand même un royaume assez bien structuré. On a des royaumes dans différents coins d'Afrique, mais il y a eu le royaume du Malawi, mais qui n'a pas duré très longtemps. Il s'est rapidement éteint par des divisions internes, et c'est au même moment que les Ngoni, une autre tribu d'Afrique du Sud, sont arrivés vers ce pays, cette région. Et les Ngoni avaient de particulier qu'ils étaient des guerriers. Alors, ils étaient physiquement plus grands, et dans leurs apparats, ils avaient des boucliers, ils avaient des grandes plumes d'autruche, ils avaient des armes, et ils étaient guerriers, donc ils étaient vraiment très forts. Et eux s'enfuyaient de l'Afrique du Sud pourchassés par Shaka Zulu. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler de Shaka Zulu, qui est un des très grands chefs guerriers des Zoulous d'Afrique du Sud. Alors, comme la Bisbiz avait pris entre les Ngoni puis les Shaka Zulu qui voulaient dominer partout, alors ils ont dit, on est mieux de s'en aller parce qu'on va se faire... Fait que là, eux, ils ont commencé leur migration, ils sont montés vers le Malawi. Mais bon, pour eux, ça a été facile de s'imposer. Ce sont des guerriers, ils sont grands, ils sont forts, puis les petits Chewa, les Chewa sont tout petits. Alors, ils ont vu venir ces guerriers. Bon, la résistance n'a pas été très longue. Ils ont été zigouillés en deux temps, trois mouvements. Il y a eu même, on pourrait même dire qu'il y a eu un génocide pratiquement. Là, ils se sont amusés à tuer les petits Chewa comme si c'était des mouches. Mais ils se sont installés. Puis même, il y a eu deux groupes qui se sont formés. Il y a deux groupes de Ngoni qui se sont séparés. Puis finalement, ils se sont même battus entre eux. Donc, c'est un peu une histoire compliquée. Tout ça pour dire que dans les années 1835, 1850, il y a eu un changement radical de la population de cette région qui a vu la domination des Ngoni sur les populations Chewa. Ceci dit, les Ngoni ont quand même besoin d'avoir des épouses. Alors, ils ont émarié des femmes Chewa. Et l'ironie du sort, c'est que les enfants ont acquis la culture des Chewa, même si les parents, ou disons le père, était Ngoni. Mais avec le temps, le passage du temps, les générations, la culture Chewa a finalement dominé sur l'esprit guerrier des Ngoni, qui aujourd'hui encore sont les chefs et qui sont honorés comme chefs, mais qui ont embrassé la culture Chewa et ils ont gardé seulement les apparats extérieurs, des vêtements, quelques danses, quelques éléments culturels de leurs ancêtres, mais leur mentalité est devenue celle des Chewa. Je peux poser des questions? Sinon, tu vas, je vais me mêler. Alors, ceci pour dire, c'est que les Chewa, ils ont dit, on ne peut pas se battre contre ces gens-là. Alors, ce qu'on va faire, on va les accueillir. On va dire, vous voulez être nos chefs? Venez, soyez nos chefs. Et là, ils vont louanger les chefs, ils vont les honorer, ils sont très polis, ils sont très gentils. Mais c'est une manière de survivre. Hein? Fait que, mais la réalité de la vie, elle est cachée. Et c'est là que la dynamique des Goulet-Wamkulu prend naissance. C'est que la vérité, l'essentiel des choses, est caché aux yeux de l'inconnu. Alors,
les Ngoni sont chefs, mais ils sont finalement de mentalité Chewa, qu'on le veuille ou non, même s'ils disent le contraire. Et les Chewa ont gagné la guerre à l'usure du temps. Ils n'ont pas combattu avec des armes, mais ils ont combattu avec la fermeté de leur culture et de leurs valeurs. Yes! Et là, aujourd'hui, ils affirment encore leur identité culturelle avec les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Et tout ce qui vient de l'extérieur, vous pouvez venir, aucun problème, venez. Mais vous ne connaîtrez pas, vous ne saurez pas de quoi il s'agit parce que nous sommes Chewa. Et même dans la langue, et lui pourrait peut-être mieux en parler, on dit des choses, mais dans le fond, les mots peuvent dire autre chose. Alors, il y a un langage crypté, un langage qui est un peu mystérieux. Et tout ça prend naissance dans l'expression des Guli-Wamkulu. Toutes ces danses, ces masques sont finalement des choses qu'on ne peut pas comprendre sans être initié. Et vous avez devant vous un représentant de la société secrète des Guli-Wamkulu. J'ai été initié. Je sais certaines choses que je ne peux pas vous dire, mais je vais vous en parler quand même. Alors, voyons voir. On va faire un test. Vous êtes d'accord? Le premier test. Ici, nous avons un masque goulé. Quelle est votre première impression? Rapidement. Que voyez-vous? Un diable. Parce que il y a des corps. Ensuite, danse. Vous le voyez danser parce que, bon, il y a des trucs comme ça ici, hein? Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Quelle impression que vous avez encore? Il est en colère. En colère. Ensuite. Bon, ben, disons qu'on a déjà deux bonnes impressions, là, hein? Oui? Il a l'air d'un porc parce que vous le signifiez pauvre. Bon. Bon. Alors, vous avez une impression. Est-ce que vous pensez que votre perception, votre définition, elle est juste? Est-ce que c'est juste? Et je vous dis que non, vous êtes complètement dans les patates. Alors, ici, ce caractère s'appelle Koweni. Et je vais vous en parler un peu plus tard. On va laisser le suspense continuer un tout petit peu, parce que maintenant, je vais continuer vers une autre réalité. Nous allons parler un tout petit peu des fonctions du Guli-Wamkulu. Donc, j'en ai déjà mentionné un tout petit peu. Il y a une raison pour laquelle on s'exprime par la danse des Guli-Wamkulu. On ne fait pas ça simplement pour aucune raison, il faut qu'il y ait une motivation. Alors, imaginez le père Boucher, avec qui j'ai travaillé au musée Kungoni, il a répertorié 10 000 caractères Guli-Wamkulu. Et il m'a dit que c'était juste une fraction de ce qui existe. Et il s'en crée constamment. Donc, c'est une culture qui n'est pas simplement ancrée dans un passé, c'est une culture qui est en évolution, qui prend en compte les nouveautés et les transforme en expression Guli-Wamkulu d'une variété de façon très variée. Et puis, l'une des fonctions, pour revenir aux fonctions, c'est de sauvegarder l'unité et l'harmonie sociale. Alors, ça c'est bien facile à dire, mais il faut comprendre ce qui se passe. Vous avez des individus, des hommes, qui vont danser en mettant des masques. Mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des esprits, des mizimu. Hein? Donc, les esprits. Si vous êtes en présence d'un goulé, vous n'êtes pas en présence d'un masque, vous êtes en présence d'un esprit. Et ça fait référence à toute la conception mentale ou spirituelle, le monde des esprits qui est omniprésent dans la vie quotidienne des Chewa.
Et quand ces personnages s'expriment, les esprits à travers eux vont transmettre un message pour la population à travers les pas de danse et à travers les chants exprimés. Les chants étant chantés normalement par les femmes. Et le battement des tambours est particulier et va aussi être compris de façon unique par les initiés de la société secrète des Goulet-Wamkulu. Est-ce que vous me suivez? Oui. On est tous encore ensemble. Hein, Oui. Vous êtes bon, intéressant. Alors, une autre fonction, c'est que si on veut préserver l'harmonie, ben, il faut résister au changement. L'une des peurs viscérales des Chewa, ce sont les changements. Les Chewa, généralement parlant, et Roger pourrait mieux en parler encore, n'aiment pas trop les changements. On préfère garder les choses comme elles ont toujours été et les transmettre fidèlement comme on les a reçues. Et s'il y a des malheurs qui nous arrivent dans la vie, ben là, il faut se questionner à savoir, ben, qu'est-ce que j'ai fait, là? Qu'est-ce que j'ai raté? Bon, est-ce que je suis allé en dehors de la culture ou enfin j'ai manqué quelque part? Alors, il y a une peur très forte qui englobe la vie sociale et personnelle des Chewa, qui est directement liée à la présence des esprits et surtout des mauvais esprits qu'on appelle les Iwanda. Alors, les esprits, c'est pas là le problème. Les esprits, bon, les esprits des ancêtres, il n'y a rien de mal là-dedans. Ben, les esprits, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la conception du monde. Ce qu'il faut craindre, ce sont les mauvais esprits. Et les mauvais esprits, ce sont les Iwanda. Parce que c'est directement associé à la sorcellerie. Maintenant, je ne vais pas commencer à vous parler de la sorcellerie parce qu'il me faudrait une autre conférence. Fait qu'on va mettre ça de côté. Hein? Sachez simplement qu'il y a un univers mental global où la présence des esprits est omniprésente, dans lequel s'intègre toute la dimension de la sorcellerie qui mériterait qu'on élabore davantage, et on n'a pas le temps aujourd'hui. Alors, ce que nous allons faire maintenant, je vais vous montrer des exemples de masques Goulet-Wamkulu. Alors, je reviens ici, c'est ce que vous trouverez sur Internet, sur le site de l'UNESCO au sujet des Goulet-Wamkulu. J'ai fait la lecture de ce texte-là, c'est pas mauvais, c'est quand même bien, mais naturellement, c'est très rudimentaire, mais vous pourrez trouver des éléments intéressants. Il y a même ici une vidéo, mais de mauvaise qualité par contre, mais il y a une petite vidéo. Alors, on va aller plus loin ici. Donc, ce sont ici des photos que j'ai prises quand j'étais au Malawi. Ces photos que vous allez voir maintenant, c'est surtout de la région de Tchézi. Donc, Tchézi est situé sur les montagnes, au sommet des montagnes, entre Lilongwe et Salima, près du lac Malawi. Donc, vous avez un grand rassemblement. Alors, le Père Roger a mentionné tantôt que c'est souvent, et même essentiellement pendant la saison sèche, mais la saison sèche est très longue au Malawi, et vous avez des cérémonies de Goulet-Wamkulu pour souligner des événements particuliers, que ce soit par exemple le décès d'un chef ou la commémoration d'un décès ou des événements sociaux importants, les Goulets vont apparaître. Donc, vous avez le rassemblement des femmes et vous avez le rassemblement des hommes. Alors, vous voyez quand même une foule assez importante. Et vous remarquez la couleur de la terre. C'est une terre plutôt rouge, hein, et qui est très particulière, qui n'est pas très fertile, mais quand même qui donne quelque chose. Et là, vous avez ici des goulets. J'y reviendrai un peu plus loin. C'est juste pour vous illustrer quelques exemples de ces personnages. Ce qui est important à retenir, c'est le lieu. Donc, le lieu où va s'exprimer la danse, c'est ce qu'on appelle le boileau. Alors, vous avez ici un exemple. Donc, les gens sont tout autour. C'est en fin de journée.
Généralement, les danses débutent en après-midi, mais genre vers la fin de l'après-midi, hein, vers 4 heures, 5 heures, enfin bref, jusqu'au début soirée, généralement. Alors, vous voyez ici l'ombre, hein? Vous voyez ici l'ombre à côté du goulet? Ça montre bien que le soleil est déjà en train de descendre un peu, hein? Vous avez des caractères comme celui-ci, capoli. Vous en avez plusieurs en même temps. Vous en avez un ici. Vous savez, les capolis sont également des goulets qui sont assez importants, qui reviennent régulièrement dans les rencontres. Et là, vous les voyez danser. On voit encore un peu ici, là, mais vous avez des personnages un peu différents. Vous en avez un ici, vous voyez là un peu, c'est différent. Et ce sont ici ce ne sont pas des masques comme celui que vous avez ici. Celui qui est sur la, qu'on voit, et c'est un masque sculpté dans une pièce de bois. Mais ce que vous voyez ici, c'est autre chose. C'est simplement des morceaux de tissu avec des foulards. Alors là, c'est un peu différent. Mais la danse est quand même très vive. Alors, vous avez ici d'autres structures qui ne sont pas des masques, c'est des structures assez complexes. Celui-ci, on l'appelle le kaloulou. Le kaloulou, ça veut dire le lapin. Et c'est un peu la même chose, sauf que la structure est différente. Vous avez des modèles aussi un peu différents, comme celui-ci, qui s'appelle le mdondo, qui est assez large, et vous avez certainement plus qu'une personne derrière, là. C'est au moins 2 personnages. Et il y a des structures qui peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de long. Donc là, vous avez beaucoup de personnages qui vont s'insérer là-dedans et qui auront également un message à transmettre. Et ces structures sont plus complexes à élaborer et attirent énormément l'attention des Chewa. Vous avez aussi les danses. Alors, les danses, il y a les danses pour les femmes, les danses pour les hommes. Celle-ci, c'est la danse Chisamba et vous avez la danse Njenza. Alors, celle-ci, elle est dansée par les vieux du village. Donc, ils ont également, vous voyez, un morceau de bois. Donc, tout ça, c'est symbolique aussi, symbolique de leur autorité. Et il faut comprendre qu'on ne peut pas imaginer une prestation de Gouloum sans la présence des chefs. Alors ici, on va essayer quelque chose. Les caporis.
Alors, vous avez vu le petit vidéo. Premières impressions, qu'est-ce que vous avez vu? Les danses, oui, mais bon, quoi? Détail. Les gens qui donnaient l'argent, Oui, les gens donnaient de l'argent, oui. c'est un signe d'appréciation. D'appréciation, oui. Moi, je voulais savoir, c'était dans quel coin, dans quelle région au Malawi? Ça, c'est probablement d'Edza. Enfin, d'Edza Moua, c'est dans la région de Moua. C'était comme une compétition entre... Il n'y a pas vraiment compétition, mais il y a un peu de ça aussi. Il peut y avoir une forme de compétition, mais ce n'est pas le but. Le but n'est pas compétition. Mais maintenant, il se produit un phénomène, c'est que ça devient touristique. Alors là, le sens initial du Goulet Wamkulu est en train tranquillement de perdre le sens initial, le sens historique, pour devenir spectacle. Et lorsque ça devient spectacle, là, on assiste à une forme de compétition. Mais ce n'est pas dans la tradition voulue ainsi. J'allais dire, j'étais un peu déçu parce que pour moi, la danse africaine est plus un rituel qu'un spectacle. Oui. Puis ça se fait plus en privé qu'au visu de tout le monde. Parfait. Donc là, vous avez touché un point très important. Dans la tradition, ce n'est pas un spectacle, puis il n'y a pas de touristes, c'est les fonctions d'éducation sociale. Maintenant, avec l'avènement des touristes, aussi la pression politique du gouvernement, des partis politiques, ça l'a comme dévié et c'est devenu, dans beaucoup de cas, des formes de spectacle. Donc, on est en train d'assister à une détérioration des principes élémentaires des Goulet Wamkulu, compris selon la tradition. Donc, ça, c'est clair et c'est clair. Et le père Boucher me disait que par rapport à l'époque où lui a commencé ses recherches en anthropologie, et aujourd'hui, il voit un grand changement. Donc, on voit l'impact de la modernité, qu'on le veuille ou non. Ça ne veut pas dire que c'est absolument perdu, mais c'est en train de se transformer pour devenir autre chose. Mais qu'est-ce que vous avez vu encore? C'était très populaire, c'était comme une fête de village. Donc, il y a un grand rassemblement. Puis vous avez vu aussi le rythme des tambours, qui est très accéléré, c'est très, très rythmé. Et puis, vous avez remarqué les pas de danse, hein? Et là, je ne vais pas danser devant vous, là. Il ne faut pas avoir peur, là. Mais ils font des mouvements comme ça sur le sol, hein? Et la poussière se lève. Et plus qu'il y a de poussière, mieux que c'est. Alors, à la fin de la journée, là, il y a un nuage de poussière par... Bon, enfin bref, c'est comme ça. Pas vu d'enfant. Attends, ben les enfants, oui. Alors là, disons que c'est un très court vidéo. Alors, les enfants, eux, on leur dit, quand vous voyez des goulets, courez! Et les enfants courent pour s'échapper, parce que les goulets, c'est des esprits. Donc, il faut que les enfants... Alors là, il y a un jeu avec un goulet en particulier qui, lui, est un genre de provocateur et les enfants adorent le provoquer. Alors, les enfants vont courir dans sa direction, se moquer de lui lancer des bêtises. Et là, il va se tourner, il va commencer à courir après les enfants. Et les enfants partent à courant. Ça devient un jeu. Ça devient un jeu. C'est très... En fait, il y a un côté jeu qui est très fort. Bon, maintenant, on a juste effleuré la surface des choses. On n'est pas allé très loin encore. On va essayer de creuser un petit peu. Peux expliquer une question? Oui, J'ai remarqué que les femmes dansaient à part et les hommes Oui. à part. C'est Oui. tradition ou bien Oui. c'est non, c'est ainsi. Là, les danses des femmes est une chose et les hommes vont danser autrement. Mais oui, c'est séparé. Mais ils vont être dans le même endroit. Alors, il y a différents moments. Mais il y a une chose aussi importante, je l'ai mentionné déjà, les chants sont chantés par les femmes. Les danses par les esprits. Il ne faut pas oublier ça. Alors, on va continuer petit. Celui-ci s'appelle... Comment il s'appelle? Et qu'est-ce qu'il a sur la tête? Bon, on va aller voir. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut trouver ici.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Impression. Il était très synchronisé. Synchronisé. Donc, vous avez remarqué qu'ils avaient des pas de danse particuliers. Les deux dansaient le même rythme, ils avaient les mêmes mouvements. Et ça fait partie du message que les Goulets veulent transmettre quelque part. Ça fait partie... Et là, on va comprendre le sens en écoutant normalement les chants. Mais il y a un problème. Je vous ai déjà dit au début que le langage tchéwa est un langage parfois crypté. On dit une chose, mais on veut dire autre chose. Dans la société secrète, si je parle de mafuta, mafuta, c'est de l'huile, comme pour la cuisson, de l'huile, mafuta. Mais dans les rituels goulés, on va parler des mafuta, mais utiliser du sable. On va se badigeonner de sable et on va chanter mafuta. Donc, les paroles n'ont pas la même signification et ce qu'on touche n'a pas non plus la même valeur. Tout ça fait partie du langage crypté. Ça, ce n'est qu'un petit exemple. Alors, quand on entend les chants et les étrangers, comme nous, j'allais dire vous, vous entendez, supposons que vous connaissez le Chichewa et que vous comprenez les paroles. Puis là, vous allez dire, ah, mais le chant veut dire telle chose. Erreur. Il y a le sens caché des mots qui va être compris seulement par les initiés à la culture de la société secrète. Donc, vous voyez comment la complexité des choses. Là, ce qu'on va faire, on va aller un peu plus vite. On va vous montrer, je vais vous montrer, est-ce qu'on peut ici? Oui, on peut faire ça. Alors, je disais tantôt que la présence des chefs est essentielle. Donc, on ne peut pas imaginer des célébrations de Guli Wamkulu sans la présence des chefs. Et l'hommage qu'on doit rendre aux chefs est essentiel. On doit vraiment faire attention. Alors, moi, comme étranger, la première chose que je fais, je rends visite au chef. Et puis, il y a une manière de le faire. Ça se fait un peu à l'écart. Et puis, bon, chef, est-ce que vous me permettez que j'assiste? Oui, bien sûr, non. Donc, il faut avoir une relation. Il faut avoir une relation. Et alors ici, c'est le chef Nsenche, mais il était accompagné de d'autres chefs. Il y en avait 3 ou 4 à ce moment-là. Et là, je vais vous montrer d'autres structures. Alors, vous allez lire avec moi les noms des structures. Qui est-il? On dit ensemble? Plus fort? Encore une fois. Chimkoko. Alors, vous voyez un peu comment la structure est faite, là. C'est assez impressionnant. Celui-ci. Kassia Maliro. Là, je dois prendre mes notes. Kassia Maliro. Il faut retenir celui-là. C'est l'un des caractères les plus fondamentaux, les plus importants de la panoplie des mascarades de Guli Wamkulu. Ça remonte, on ne peut pas imaginer, ça doit remonter à l'époque des Akafula. C'est très ancien. Alors, qu'est-ce que vous voyez? À quel animal cela vous fait-il penser? Une antilope. Qui a dit antilope? Bravo! Applaudissons! Une antilope. Mais il y a autre chose. Vous voyez ici la séquence des couleurs. Un peu de foncé, un peu de brun, puis clair, foncé. Alors, vous voyez ici une séquence de couleurs, d'accord? À quoi cette séquence de couleurs fait-elle référence? Hein? Le tigre. Ou, en fait, le prédateur de l'antilope, là? Non. Non? C'est ça? Alors, je vais vous donner un indice. Ce goulet, il est utilisé au moment des initiations de l'adolescence. Au moment, enfin, les initiations, c'est un moment
d'éducation sexuelle pour les jeunes filles et les jeunes garçons, où les garçons apprennent, par exemple, le cycle menstruel pour la femme, et la femme apprend aussi certaines règles élémentaires d'hygiène au moment des relations sexuelles. Donc, toute la période des initiations, Chinyamwali, c'est prévu pour permettre aux garçons et aux filles de se préparer à la vie matrimoniale. Et là, l'antilope, le Kessia Maliro, fait son entrée et va illustrer le propos. Et la séquence ici qu'on voit, c'est la séquence des règles menstruelles. Donc, on va enseigner aux enfants que le corps de la femme n'est pas exactement la même chose qu'un corps d'un garçon et les fonctions du corps humain. Et en plus, vous avez ici à la fois en arrière, mais ici c'est un peu caché par les personnages, mais ici, disons sur l'avant, vous avez une courbe. À quoi fait référence la courbe? La grossesse. Donc, vous entrez maintenant tranquillement dans le langage crypté, dans la signification des goulets. Et quand vous comprenez ces choses-là, vous dites, ah ben voilà, la fonction du caractère, c'est celle de l'éducation sexuelle. Est-ce qu'on est encore ensemble? Ça va encore? Bon. Voyons voir. Où est-ce que j'en suis? Ah ah! Donc, on continue. Qui est celui-ci? Qui est-il? Chadzunda. Chadzunda. Alors, Chadzunda est également un caractère extrêmement important dans la panoplie des Gulé Wamkulu. C'est l'un des plus anciens, comparable à Kessia Maliro. C'est l'ancêtre des Goulés. C'est le personnage, le chef de la communauté. Il est le représentant de la loi et de l'ordre. Il est un sage et initie sur la préservation des lois données par Dieu Chauta. Donc, il a un rôle spirituel également de préserver les relations harmonieuses entre les membres de la communauté et également avec Dieu Chauta. Dieu Chauta, ça se traduit comme arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel est la représentation de Dieu. Il est, pour ainsi dire, l'ancêtre de toutes les autres mascarades goulées et il incarne le Mwambo. Alors, le Mwambo, ça, c'est un mot très important à retenir. Mwambo. Mwambo, ça signifie la culture. Ça signifie la liturgie. Le Mwambo, c'est la loi, le sens de la loi, de l'ordre, le code moral et la vigueur de la fertilité. Parce que l'ensemble, enfin, toute la panoplie des Goulés a comme vision de favoriser la perpétuité de la communauté en s'assurant que nos enfants savent quoi faire pour avoir des bébés. Ça, c'est l'objectif essentiel. Alors, le Mwambo est le soutien fondamental pour permettre à la communauté de survivre et de se régénérer. Et là, si vous avez un mâle, n'avez-vous pas besoin aussi d'une femelle? Hein? Ben, je pense que là, ici, on a besoin du complément. Alors, qui est-elle? Alors, est-ce que vous imaginez que le nom de Maria qui danse toujours en compagnie de Chadzunda, c'est son nom propre? Non. Le mot Maria a été importé de quel endroit? Des missionnaires. Alors, quand les missionnaires sont arrivés, ils ont parlé de Joseph et de Marie et de l'enfant Jésus. Donc, on parle d'une famille. Alors, les Chewa ont été fascinés par ça. Ils ont dit, ben oui, mais c'est dans notre culture, ça aussi. Papa, maman, enfant, là, nous, on est d'accord avec ça. Hein?
Mais il dit, nous, notre Joseph à nous, ben, c'est Tchadzunda, puis ils ont fait une référence. Mais là, les missionnaires ont tellement parlé de la bonté et de Marie qu'ils ont décidé de changer le nom historique de Marie. Alors, la compagne de Tchadzunda est devenue Marie. Et ces deux personnages-là dansent ensemble. Alors, derrière le masque de Maria, on s'entend, c'est un homme, mais on s'entend aussi, c'est avant tout un esprit. C'est l'esprit de Tchadzunda, c'est l'esprit de Maria qui, étant ensemble, vont former un couple et avec un message. Au début de la danse de Tchadzunda et Maria, Tchadzunda, il est vieux, il a de la misère à marcher, et puis tout à coup, il se met à danser avec vigueur, il trouve son énergie. Alors, ça veut dire que oui, la vigueur est essentielle, ça veut dire la communauté est vivante, même si on est affaibli, il faut continuer à se régénérer, à procréer. Voilà à peu près l'essence essentielle de Maria. Et puis, ça représente aussi l'unité du couple et la fidélité. Donc, l'un des points importants de l'enseignement des Goulets, c'est celui de la fidélité conjugale. Donc, on enseigne énormément de choses à travers ces caractères. Nous arrivons ici, là je vais faire une séquence assez rapide de certains goulets. Celui-ci s'appelle Abingu Abuera. Alors, ce caractère-là est très récent. Il vient du moment où Bingu wa Mutharika a été élu président du Malawi dans les années 2000 quelque chose, je ne me rappelle plus quand. Bref, son nom c'est Bingu. 2005. Bon, alors Bingu a été... Mais là, Abuera, ça veut dire « il s'en vient ». A, c'est lui, Buera, c'est le verbe venir, il s'en vient. Donc, c'est un masque qui dit le Abuera, donc Bingu wa Mutharika, il s'en vient. Donc, ça, c'est le message que le masque... C'est un masque politique. De propagande? Non, pas nécessairement. Ça vient de l'imagination des populations qui vont analyser l'environnement, les situations et qui vont créer pour transmettre un message. Mais ce n'est pas voulu par Bingu. Les mots là, ça s'écrit abuela. Ben alors, la ou ra, c'est la même chose. Oui. Abuela, abuera. Abuela, c'est quand l'Européen prononce, il va dire Ouais. abuela. Mais le mot en sens original, c'est abuela. Ben, mais c'est ça. Abuela, abuera, abuela, c'est la même chose. On est d'accord. Parce que dans les langues bantoues, la lettre R et la lettre L se confondent. Hein? Comment s'appelle celui-ci? Abuerako. Donc, Buera, ça veut dire venir, donc ça veut dire il s'en vient. Il y en a un autre qui s'en vient, là, je ne sais pas pourquoi, là, mais il s'en vient. Celui-ci s'appelle? Chipemberi, ça veut dire quoi, des gens? Roger. Un rhinocéros. C'est le Mfumu, c'est le chef. Mfumu, ça, c'est chef. C'est le chef hippopotame. Alors, il y a un message derrière. Ah, rhinocéros, pas hippopotame, rhinocéros. Celui-ci, Guir. Celui-ci, ça, c'est peut-être hippopotame. Celui-ci, Bongololo. Celui-ci, Chaseka. Celui-ci, C'est quoi, c'est un singe, ça? ah, aucune idée. Je ne connais pas toutes. C'est un singe? Je ne connais pas toutes. Un simiesque? Non, ça, ce n'est pas un. Non. On ne peut pas deviner ça. Là, mais c'est ça l'histoire. C'est que là, ah oui, une chose intéressante. Je reviens sur les signifie rire. rire, c'est ça. Bon, kuseka, ça veut dire rire. Est-ce que c'est peut-être en lien avec le rire? Alors, je reviens au phénomène des perceptions.
Je vous pose une question. Si nous regardons par la même fenêtre, avec le même angle, pensez-vous que nous allons regarder la même chose? Oui ou non? Si nous regardons une toile, il y a des toiles ici, on est devant une toile, on est tous les deux, tous les trois, on est en groupe, est-ce que nous allons percevoir, voir la même chose? Pourtant, nous regardons le même objet. Donc, ce qui veut dire que la réalité n'est pas vraie. Nous exprimons simplement une perception des choses, mais quelle est la vérité? Quelle est la réalité? Dans le fond, chaque fois qu'on exprime une idée, on exprime sa perception des choses, sa vérité à soi. Mais, et c'est là qu'est le défi, c'est quand on entre dans une société ou une culture étrangère à la nôtre, il faut entrer dans la perception de l'autre pour parvenir à comprendre la culture. Et là, le défi de nous tous, c'est de mettre de côté ses propres perceptions par rapport à ses propres jugements pour entrer dans la dynamique de l'autre qui est différent de moi. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, oui. Alors ici, moi-même, je ne pourrais pas vous dire de quoi il s'agit. Il faudrait faire une étude, savoir pourquoi le créateur de ce masque a fait les dents de telle façon, les yeux de telle façon, pourquoi le rouge, pourquoi... Et il y a possibilité de trouver des significations quand on compare avec d'autres masques. Mais il y a une intention derrière qui, pour le moment, est cachée de nous, qui pourrait être comprise si on entrait dans la perception de l'auteur. Pardon? Ah, ben là, écoute, je ne sais pas, je ne peux même pas te répondre. Celui-ci, Chaouta. Chaouta, on l'a vu tantôt, c'est aussi le nom donné à Dieu. Celui-ci, Chihuahua. Celui-ci, Dziko Lafika Pamtendere. Dziko, c'est le pays. Lafika, Kufika, ça veut dire venir, il s'en vient. Pamtendere, ça veut dire dans la paix. Donc, c'est un message qui dit, ben voilà, le pays, notre pays, est en paix. Yes, nditu. Hindi libu nditu inu muni buanja bambo. Mukulang kula chichewa. Pangono. Alors, celui-ci, alors si vous remarquez, c'est une créativité récente. Ce n'est pas un ancien caractère. Pourquoi? D'abord, on voit que c'est un jeune homme. Hein? Puis, on voit le masque et tout ça, là, c'est très rudimentaire. Donc, ça, c'est la créativité d'un jeune Chewa qui a un message à transmettre, certainement, mais on n'est plus dans la transmission des formes historiques, mais on est maintenant dans la créativité. Celui-ci, Kachiwewe. Kachiwewe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Celui-ci, alors, Kadzioche. Alors, Kuocha, Ocha, c'est le feu. Alors, ça, c'est un caractère qui est apparu il n'y a pas très longtemps, au moment de l'apparition du sida. Alors, le sida commence à faire ses ravages au Malawi, et là, on doit créer un caractère pour transmettre un message sur le danger du sida. Alors, ce personnage joue avec le feu. Et dans la danse, il va prendre des tisons de feu et littéralement se brûler. Enfin, passer le feu sur ses jambes, sur ses bras, sur son torse, et puis... Et le message dit, ben, si vous voulez vous autodétruire, eh bien, ayez des relations sexuelles inappropriées, vous allez attraper le sida, vous allez mourir.
Ça, c'est le message. Donc, encore une fois, on prend une dramatique de la vie sociale, on crée un caractère Goulet pour dire aux gens, ben, soyez pas des imbéciles, ne vous brûlez pas jusqu'à l'autodestruction, restez fidèle avec votre épouse, évitez le sida. Ça, c'est le message du personnage. Donc, vous voyez comment l'œuvre des Goulet est importante dans la transmission de l'éducation. Il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été menées par le gouvernement, par les églises, par tout ce que vous voulez, sur les dangers du sida, nanana. Il n'y a rien qui a fonctionné autant que ce caractère-là. Parce que celui-là, ils l'ont tous compris. Est-ce qu'on est encore ensemble? Oui. Oui. Celui-ci? Michael Jackson. Alors, je vous présente le Goulet Michael Jackson. Alors, quand j'ai pris la photo, c'était extraordinaire. Le son des tambours, là, il y avait un petit beat de Michael Jackson. Puis la manière dont il bougeait, là, tu sais, on voit Michael Jackson danser. On l'a vu danser, hein, Michael Jackson. Bien, il y avait une petite tournure de Michael Jackson. Ça, c'est une autre créativité récente. On fait appel à la tradition Goulet, mais on veut présenter une nouveauté. Michael Jackson, on crée un personnage, on crée un rythme, on crée un pas de danse, et puis les gens reconnaissent. Puis derrière, il y a probablement un autre message qui m'échappe, là, mais... Mais Michael Jackson avait été initié dans le royaume Ashanti. Ah ah! Fait que les voisins de l'Ouest, là, OK, ben peut-être que c'est un peu un désir de voir un peu la venue de Michael Jackson, parce que Michael Jackson a été initié par les Ashanti. Bon, ben moi, je n'ai pas souvenir qu'il a été initié par les Goulets, là, mais on voit, il y a peut-être un lien, on ne sait pas. D'ailleurs, les Ashanti ont très sérieusement, lors de la mort de Michael Jackson, fait des grandes cérémonies en Afrique de l'Ouest, OK, parce qu'il avait été initié par les Ben, Ashanti. donc, il était un membre de la communauté. Ouais. Parce que quand tu es initié, tu deviens un membre du groupe, hein? Excusez-moi, il y a aussi, par rapport à Michael Jackson, à l'époque où il y avait moi pour le ravage du sida, la fondation était un grand donateur. Donc, souvent, les masques que vous leur coulez aussi, c'est un signe de reconnaissance. Je pense qu'il y a aussi un masque de Madonna qui avait aussi été très, très sensible Peut-être. aux enfants tchélois. C'est très possible. Parce que, écoute, j'en connais pas tant que ça, là. Depuis, je m'excuse aussi, depuis que ça a été décrété comme patrimoine immatériel, bon, le Star System s'est intéressé un petit peu à ce qui se passait dans ces petits coins de planète. Donc, c'était une façon aussi de se faire valoir, de se montrer qu'ils sont sensibles à ce qui se passe ailleurs. Bon. Alors, on continue ici un petit peu. Celui-ci s'appelle Lamboué. Voyons. Celui-ci. Alors, celui-ci, vous voyez, c'est compliqué, là. Vous avez une structure, il y a combien de têtes? Il y a quatre têtes. Alors, il y a un message dans ça, ça peut peut-être vouloir dire quelqu'un qui regarde de tous les côtés. Enfin, il y a un message derrière. On peut imaginer, là, il y a une raison pour avoir un masque semblable, une structure avec 4 têtes, là. Il doit y avoir quelque chose, là. Oups! J'ai tout perdu. Ah, on a tout perdu. Bon, ben là, qu'est-ce que je vais vous dire? Je rallume l'ordinateur. Ah! C'est vrai? Hey! Le clavier, par exemple. Ah, non, il s'est carrément éteint. Ah, alors là, il va revenir. On va venir ici, là. La société Tchéwa est une société matriarcale où le pouvoir est entre les mains de vous, les femmes. C'était ma question tantôt. Quand on a dit que les Chouas ont influencé beaucoup, j'étais pour poser la question, est-ce que c'est une société matriarcale? Oui, une société matriarcale. Matrilinéaire. Donc, le pouvoir se transmet de femme en femme. Le personnage le plus important, c'est qui? C'est la grand-mère. La grand-maman, c'est celle qui est la plus importante.
Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé avec mon truc, là, mais enfin, bref, on va le remettre ici, un instant. Donc, il faut maintenant parler un peu de la société matriarcale, parce qu'autrement, on ne peut pas comprendre l'ensemble de la culture tchéwa. Je suis un homme, je vais épouser madame et je vais aller vivre dans son village. Ça, c'est la structure. L'homme quitte son village pour aller chez le village de sa femme. Mais c'est elle qui possède la maison. C'est elle qui possède les enfants. C'est elle qui possède le champ. C'est elle qui possède tout. C'est plate, ça, pour un gars. Fait que si je dis, mais coudonc, je pourrais faire de quoi de plus, là? Il me semble que je suis encore fort, je suis jeune. La grand-mère va dire, toi, vous êtes jeune, là? On ne te demande rien. C'est nous, les femmes, qui menons ici, fait que tu fermes ta boîte, puis fais-nous des enfants. Puis si tu es frustré, puis tu vois ta femme de temps en temps, on va te pardonner. Mais on veut des bébés. Puis si tu n'es pas capable, là, bon, on te renvoie chez vous. Fait que le gars, il est frustré. Il prend sa bière, il boit, il devient un petit peu... Puis là, de temps en temps, il bat sa femme. Là, mais bon, mais c'est pas grave. Il tolère pour autant qu'il fasse des bébés. Il faut qu'il soit un géniteur. Le reste, on s'en fout. Puis là, c'est comme ça. Ça, non, mais ça, c'est comme ça. Hey, le pouvoir des femmes, là, je vous le dis, là, si on tombe, nous autres, sur le pouvoir des femmes, là, on est fait. Là, c'est comment il s'appelait? C'est Yvon Deschamps qui parlerait comme ça. Alors, ça, c'est la réalité des choses. Historiquement, c'est comme ça. C'est que l'homme, il est un étranger. C'est quelqu'un, il vient de l'extérieur. Et il n'a rien à dire. Alors, l'intérêt du garçon, lui, comme il vient d'une société matriarcale, c'est ses sœurs qui sont importantes dans son village. Ses tantes. Et parmi ses tantes, ben, il y a aussi des oncles et ce qu'on appelle le maloumé. Le maloumé, c'est l'oncle féminin. Dans la pensée, là, c'est l'homme, c'est l'oncle, mais c'est l'oncle femme qui a autorité. Et moi, ben, je vais, comme garçon, me préoccuper de l'avenir de mon clan, de mon village initial. Et je vais m'intéresser aux enfants de mes oncles, parce que là, j'ai un intérêt. Mais mes propres enfants, ben, je n'ai pas d'intérêt, c'est les enfants de ma femme. J'ai rien à dire, je ne peux même pas les éduquer, je ne peux même pas rien faire. Juste, tout ce qu'ils me demandent, c'est ça. Alors, vous voyez, les Goulet-Ouamkoulou, certains disent que c'est une société secrète pour venir à la rescousse des hommes frustrés, pour qu'ils puissent enfin avoir un lieu d'expression. D'où les Goulet-Ouamkoulou. C'est pas beau, ça? C'est une manière sociale, une création sociale des hommes pour essayer de se valoriser, dire, ben écoutez, les femmes, vous, écoutez-nous, on a des choses à vous dire. Alors, ils vont le dire à travers la mascarade des Goulet-Ouamkoulou et des chants. Et c'est comme ça que les messages vont être transmis. Parce que la réglementation des comportements humains dans la famille sont extrêmement rigoureux. Il n'y a absolument aucune relation possible proche entre la belle-mère et le gendre. Yeah! Niet!
disons que je vais rendre visite à... Bon, le garçon, il va s'asseoir à l'extérieur de la maison. La belle-mère est dans la maison quelque part, là, puis lui, il est dehors. Là, puis là, il va dire comment ça, mon rendez-vous? Puis là, là-bas, elle va dire mais je vois bien. Là. OK, bon. Puis, il n'y a pas de relation possible. Donc là, on rentre dans un univers aussi qui nous échappe. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et on n'a pas de jugement à poser. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Ça fait partie d'un ensemble global, mais qui permet aussi de comprendre autre chose. Alors, voyons notre bonhomme ici. Il s'appelle, où est-ce qu'il est rendu? Cowini. Alors, je vais vous lire ça, ça va être plus facile. Dans le cadre de la société matriarcale des Chewa, les comportements entre les membres de la famille sont très réglementés. Le mari est toujours considéré comme un étranger. Il n'a aucun rôle à jouer, même auprès de ses propres enfants qui appartiennent à leur mère. Les biens sont détenus par les femmes, maison, champs, vie sociale, enfants. La grand-mère est la personne la plus importante du village et elle n'entretient aucune relation proche avec ses gendres. Cowini s'insurge contre cette coutume ou règle. Il cherche à affirmer son pouvoir, c'est-à-dire son droit de citer dans un environnement où il n'a pratiquement rien à dire. Tout ce qui lui est demandé de faire est d'être un procréateur, sans quoi il peut littéralement être expulsé du village. Cela crée un sentiment d'insécurité chez les hommes. C'est ce dont Cowini cherche à dénoncer. Certains commentateurs pensent que l'ensemble du système Gule-Wamkulu, ou on peut également dire Miaou, est une manière de parodier ou ridiculiser le matriarcat. Le matriarcat qu'on appelle le Chikamwini. Alors, les cornes. Il y a des cornes ici. À l'époque ancestrale, avant l'arrivée des Blancs et de toute la panoplie, il y avait les medicine men, là, les médecins, les guérisseurs. Alors, les guérisseurs ont toujours eu comme don de pouvoir détecter et sélectionner les plantes, les racines pour venir, pour soigner des maladies. Bon. Mais ils n'avaient pas des petits flacons en plastique comme on trouve à l'hôpital. Hein? D'abord, il n'y en avait pas d'hôpital. Donc, ils prenaient des cornes de bœuf, généralement, pour entreposer leurs feuilles, leurs racines ou quoi que ce soit. Ils avaient une telle corne pour guérir telle maladie. Bon. Alors, si les ingrédients dans la corne ont un pouvoir guérisseur, donc un pouvoir guérisseur, bien, la corne devient un symbole de pouvoir, du pouvoir. Donc, on fait une association pouvoir médical et corne. Donc, les cornes signifient simplement le pouvoir. Ça n'a rien à voir avec le diable. Si on juge que c'est un diable, si on le juge à partir de notre propre culture judéo-chrétienne, où on voit des diables partout avec des cornes. Mais ce n'est pas ce que les Chewa voient. Ils vont voir là-dedans le pouvoir et ce que ça signifie. Donc, ils revendiquent le pouvoir, le droit de dire des choses. Alors, Cowini réclame de la courtoisie, compassion, de l'attention, du respect en tant que gendre. La couleur rouge, parce que vous avez vu dans les montages, il y a des couleurs jaunes, il y a du rouge. Alors, pourquoi le rouge? Le rouge met en évidence le statut d'étranger de l'homme habitant dans le village de son épouse. Donc, quand vous voyez un masque rouge, très souvent, c'est associé au fait qu'on veut parler de l'étranger. Un masque blanc, un goulet blanc, ne signifie pas nécessairement un blanc. Mais un masque rouge, oui, le masque rouge va signifier le blanc. Bon, alors,
On va essayer de reprendre un peu notre affaire ici. Alors ici, on est arrivé ici. Alors ici, je vais aussi aller rapidement parce que le temps passe. Qui est ce caractère? Mfiti Ilaoula. Alors, Mfiti, c'est un sorcier. Et ce sorcier, il a combien de mètres de haut? Vous voyez quand même la stature. Ça peut aller jusqu'à combien de mètres? Ça peut être 5 ou 6 mètres. Alors, la traduction, c'est Mufiti, le sorcier, Ilaoula s'expose. Alors, ce caractère veut montrer que l'idée centrale est de démontrer publiquement le sorcier qui ne respecte pas la vie. Mfiti Ilaoula enseigne aussi qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut demeurer alerte, faire attention et savoir garder un secret. Donc, nous revenons à toute la question des esprits. Les esprits, les sorciers, les bons esprits, les mauvais esprits, les Iwanda. Donc, et là, je vous le dis, si vous n'êtes pas initié à cette culture, on est complètement perdu. Maintenant, on a quand même des confrères des Africains ici, vous allez peut-être mieux comprendre. Mais j'ai eu beaucoup de conversations avec les gens, beaucoup d'entretiens. J'ai essayé de comprendre un peu comment les gens perçoivent les choses. Et je vais vous donner une illustration de la manière dont on est parfois dérouté devant les situations. Je vous donne un exemple concret. Les gens voyagent en minibus. Il y a peut-être 10 à 12 personnes qui peuvent entrer dans un minibus. Le minibus s'en va. Bzzz. Et puis, naturellement, le chauffeur, c'est un chauffeur du Malawi, puis bon, il va plus vite que nécessaire. Là, il pourrait aller moins vite, puis ça ferait pareil, mais là, il va... Il y a une pente. Oh, il y a une pente. On descend. Oh, on va trop vite, on va trop vite, on va trop vite, on va trop vite. Puis là, il y a un pont, Et le pneu éclate. Oh, il perd de contrôle. Le minibus plonge dans la rivière. 12 morts. Bon. Quelle est l'interprétation rationnelle d'un événement semblable? Non, j'ai dit rationnel. Rationnel. On est ici au Québec, là. Rationnellement, là. Hein? Écoute, il allait trop vite. Les pneus étaient trop usés. Il y avait trop de passagers. Bon, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, voyons donc. Ça, c'est l'interprétation rationnelle. Mais comment est-ce que le Chewa va interpréter l'accident? Il va dire, qui est responsable? L'esprit de la rivière. Qui a fait que le pneu a éclaté exactement, précisément à ce moment-là, pendant que le minibus descendait? Qui a fait éclater le pneu? Qui? Donc, nous, on dit quoi? Eux, ils disent qui? Et le qui fait qu'on va se regarder, mais il y a un coupable, il y a un esprit mauvais parmi nous, il faut le trouver. Et s'en débarrasser. Et là, on fait la chasse aux sorcières. Ça, c'est l'univers mental. Il faut comprendre cet univers-là pour comprendre la peur viscérale que les gens vivent, des esprits mauvais, qui fait que la société Chewa est autoparalysante du fait qu'elle est une société d'évitement conflictuel. En évitant coûte que coûte les conflits, on a une chance de survivre. On ne peut pas s'attaquer au grand chef Ngoni qui nous a massacrés historiquement, mais on va l'avoir quand même par l'usure.
Mais il faut faire attention, donc il faut être prudent, il faut être gentil, il faut être poli, oui, oui, puis il faut dire oui pour toutes les questions, même si ça veut dire non. On dit oui. Et puis, comme ça, on évite les conflits et on a une chance de survivre. Et puis, on a aussi une chance de ne pas être accusé d'être un sorcier, parce que ça, c'est la pire des calamités. Donc, on vit dans un univers complètement fermé où la nouveauté est perçue comme une menace. Alors, je me lève. Je dois vous annoncer que non seulement j'ai été initié, mais je suis passé par le rituel d'intronisation du chef coutumier. Donc, vous avez devant vous un chef, un mfumu ndine. Dinalanga ndi Chimpopo. Mfumu Chimpopo ndine. Alors, vous avez un chef devant vous et vous me devez respect. Je vous l'annonce là, vous me devez respect. Mais non seulement ça, mais vous devez me craindre parce que tous les chefs, tous les mfumus sont par naissance, par essence, des sorciers. Alors, soyez gentils. Donc, alors, on va continuer rapidement. J'ai une question. Oui, oui. On est en 2018, puis je vois beaucoup de folklore. Mais derrière ça, si on recule à peine 100 ans, en 1918, Oui, OK? oui. Une situation comme on a entendu, là, évidemment, l'automobile, est en jeunesse, là, mais une mort causée dans une rivière. Il y avait l'esprit de la rivière. Puis il y avait vraiment le masque, OK? En tout cas, chez les Ivoiriens, il y avait les Amouines, l'esprit, puis il y avait l'esprit de la forêt, l'esprit de la montagne, l'esprit de la rivière. Puis on faisait des danses rituelles, et non pas folkloriques, des danses rituelles, pour essayer de tempérer Ouais. l'esprit de la rivière. OK? Ouais. Cette racine-là, là, dans les rituels, on l'a perdu, on ne le voit plus. J'ai l'impression que ça devait être ça Oui, et que ça s'est dégradé. oui. Ben, pas complètement, mais alors maintenant, ce qu'on arrive, ce qu'on on voit, on dit aux gens, mais ce goulet-là, là, c'est... Les jeunes disent, ben, c'est notre tradition. Oui, mais derrière, là, on ne sait pas. Donc, les jeunes OK, perdent. c'est bon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une perte de la valeur originale de ces choses-là. Il y a une dégradation. Ça, c'est certain. Vous utilisez le terme goulet, je ne connais pas du tout la Oui. culture malawi, mais chez les Ivoiriens, que je connais plus, c'est les gaulis. Le gaulis. Ouais. Je pense gaulis. C'est les mêmes choses. Oui, c'est les mêmes, ce qu'on appelle, c'est les mêmes, dans les linguistiques, c'est les mêmes sens. Donc, tu vois, il y a des points communs. Ouais. Mais là, je voudrais juste terminer, puis après ça, on ira aux questions. Ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est le nsima. Le nsima, c'est la pâte qui est faite à partir... Enfin, le bougali du Congo, c'est la pâte faite avec le maïs. Donc, on fait la farine de maïs, on mélange avec de l'eau, ça fait une pâte, ça fait... Alors, il n'y a aucun repas imaginable sans le nsima. S'il n'y a pas de nsima, njala. Njala, ça veut dire la faim. Alors, les gens viennent chez moi ou ils viennent chez nous, ils disent « Bambo, bambo, njala, njala, bambo, chakula palibé. » Ouais, mais est-ce que vous avez des haricots? Ouais. Vous avez du riz, peut-être? Ouais. Vous avez des légumes? Ouais. Mais njala, njala, chakula palibé. Il n'y a pas de nourriture. Oui, mais ça veut dire il n'y a pas de nsima. Mais ils peuvent manger autre chose. Mais l'autre chose, ce n'est pas de la nourriture. La nourriture, c'est le nsima. C'est quoi le grain déjà? C'est le maïs Mais qui a été importé il y a à peu près 200 ans au maximum. Puis ils s'imaginent que ça a toujours été. Mais bon, enfin bref, c'est un autre problème historique là qu'on y reviendra un autre jour. Alors bref, je voudrais juste vous montrer. Vous avez ici
une tombe ici chrétienne, là, peut-être plus ou moins, mais vous avez ici les tombes Goulet. Ça, c'est les tombes Goulet. Ça, c'en est une ici. Ça, c'est les tombes Goulet-Wankulu avec les formes un peu de Kessia Maliro, là, un peu, mais pas tout à fait, là. Tu sais, on voit un peu des structures comparables. Et puis, tout ça, là, ça, c'en est un, c'est de 2003. Et puis là, on a la finale. Alors, regardez bien celui-là, là, celui sur la perche. Là. Portez attention à celui sur la perche. Là, les images ne sont pas bonnes, mais ce n'est pas grave. Ça vient de l'UNESCO. Alors ici, on va c'est faire le nsima, la poudre de maïs, là. Alors, ils disent Niao, ils ne prononcent pas le nom correctement, mais les Niao, c'est en fait Goulet-Wankulu. Mais le terme Niao est péjoratif. C'est un mot utilisé pour dénigrer la valeur des danses Chewa. Alors, le père Boucher, lui, parle plutôt de Goulet-Wankulu, la grande danse, pour faire contraste à la notion péjorative des goulets, qui était mal comprise et mal jugée et mal interprétée. Alors, c'est pour ça qu'on n'utilise plus le terme Niaou, quoique c'est encore un terme générique largement étendu. Is performed in the season following the July harvest, but it can also be seen at weddings, funerals, and the inauguration or death. Alors ça, vous avez des rituels d'initiation qui ont lieu ici, là. The Niyo dances wear costumes and masks made of wood and straw, Vous avez aussi les niao de jour, les niao de nuit. such as wild animals, spirits of the dead, Ça ressemble un petit peu, non, c'est pas vraiment le Kessia Maliro, ça c'est un autre. figures such as the Hondo with a helicopter. Each of these figures plays a Puis, si vous essayez de mettre le masque sur votre tête, vous avez besoin d'une toute petite tête parce que l'espace à l'intérieur est très restreint. Donc, il faut aussi des petits, hein, les Malawiens sont petits, donc ils peuvent l'utiliser. Mais nous, là, on ne serait jamais capable de porter ça. and scaring the audience as representatives of the world of the spirits and the dead. Bon, ben OK, on a perdu notre bonhomme tantôt, mais c'est pas grave. Bon, alors on va terminer ça ici. Hop, voyons où est-ce qu'il est rendu, lui. Non, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut. Alors ici, ça c'est le livre When Animals Sing and Spirits Dance. Ça a été écrit par le père Boucher. J'ai une copie ici. Alors vous avez l'explication de je ne sais pas de combien de centaines de Goulet-Wankulu avec des photos. Moi j'ai contribué, c'est en anglais. Moi j'ai contribué un petit peu à ce livre-là avec les cartes géographiques. Par contre, j'ai ici, j'ai publié 2 livres sur les Kunguni. Ça, c'est la première version. La deuxième, sur le centre culturel où j'ai travaillé. Vous avez aussi une série de masques Goulet à l'intérieur et des œuvres artistiques. J'en ai fait ici une brève traduction en français sur sur ce livre-là. J'ai également ici, comme référence, un livre sur les religions traditionnelles des Chewa. Et puis, ici, c'est un livre que j'ai publié il y a quelques années sur mon expérience au Malawi. Et à la fin du livre, il y a des photos de mon intronisation comme chef coutumier, chef Chimpopo. Alors, tout ça, vous pouvez regarder. Naturellement, ce n'est pas en vente puisque ce sont des documents uniques. Et alors, ceci, pour ainsi dire, voilà, nous arrivons à la conclusion de notre
Ça a pris 1h30, c'est incroyable. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Alors, 1h30, je n'avais pas idée que ça prendrait ce temps-là. Je m'excuse un peu de la longueur. Mais vous avez une idée de combien plus on pourrait faire. C'est-à-dire, ce que j'ai présenté n'est qu'une petite illustration. On pourrait aller plus en profondeur. Il y a des thèmes, des thèmes comme celui de la sorcellerie qui mériteraient un exposé et un débat beaucoup plus large. Peut-être qu'on le fera un autre jour, selon les dispositions de l'espace Mushagalusa. Alors, je voudrais remercier Guy pour l'initiative qu'il a prise de préparer cette rencontre, les invitations. Je voudrais vous remercier chacun et chacune d'entre vous. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter ici, mais on va continuer tranquillement. Peut-être, s'il y a des questions en particulier, on pourra le faire également. Alors, un grand merci de votre présence et merci aussi à mon confrère Roger qui était là. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. Avant de passer, disons, à l'échange, parce qu'on a appelé ça plutôt conférence causerie. Et pour moi, le mot le plus important là-dedans, c'est causer, donc c'est échanger. C'est un programme qu'on a commencé qui s'appelle donc les expériences africaines. Donc, c'est initiation aux cultures africaines. Donc, ici, ce n'est pas un cours magistral. On vient juste ouvrir des fenêtres par rapport aux cultures africaines, surtout que maintenant, avec tous les apports extérieurs, il y a une certaine distorsion au niveau culturel. Bon, beaucoup de gens l'ont remarqué. Il y a certaines incompréhensions aussi. Donc, nous, ce qu'on fait ici, ce n'est pas vraiment qu'on vienne dire qu'on sait. Bien sûr, il y a quelqu'un comme le père Serge qui maîtrise bien le sujet. Il a écrit, il a vécu là-bas. Mais c'est juste vous ouvrir une fenêtre par rapport à l'essence même de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est la famille compris ici, de l'homme africain donc. Et quand on parle de l'homme africain, ça veut dire tout. Ça veut dire et tout ce qui vient avec. Donc la terre, la famille, la culture, l'identité, etc. Donc le débat est ouvert. Il n'y a pas de mauvaises, opinions. Donc, échanger. Bien sûr, on va essayer quand même de se cadrer sur le sujet. Mais je voulais quand même remercier Hyacinthe Kombari, les Baobab, World TV. Parce qu'avec Hyacinthe, nous avons toutes les conférences qu'il va y avoir ici. Nous allons les filmer. Donc, ça va être des documents qui seront bien sûr imparfaits, mais au moins on va garder des traces par rapport à ça. Ça peut nous servir pour des débats ultérieurs aussi. Voilà, donc je vous remercie tous. Et quelqu'un qui peut apporter une contribution, n'hésitez vraiment pas. Vous venez nous voir, on peut regarder ce qu'on peut faire ensemble. Le plus important, c'est vraiment ouvrir la fenêtre sur les cultures africaines. Donc Serge, merci beaucoup. Merci beaucoup. Deux choses, j'avais oublié, vous pouvez voir sur Internet, Kunguni online, c'est kunguni.org. Vous voyez là-bas, là, kunguni.org. Vous allez trouver aussi des informations. Et puis, je pense que notre ami pourrait nous faire une conférence un jour sur les masques. Je ne prétends pas savoir. Non, mais tu pourrais... Je Hein? suis très intéressé. J'ai vu beaucoup de parallèles entre ce que vous dites et ce que j'ai lu. Je ne sais pas, j'ai lu. Bon. C'est tout. Mais si on faisait peut-être un petit cercle, parce que là, ça va être convivial. là faisons un petit cercle ici, parce que là, on est la conférence. Moi, je suis content aussi d'être ici. Oui. Parce que le sujet m'a beaucoup intéressé. Parce que moi aussi, j'ai vécu au Malawi, Ah. dans ces pays. Donc, dans ces pays de l'Afrique australe. Mulibwanji. Dilbunu dito, inu, munibwanji. Ah, tu vois pas. Pangoro, pangoro. J'étais content parce que j'ai vécu aussi là-bas. Geza, Lilongwe, Mwanza, Blanta, Doha, plutôt à Doha. À Doha, dans ce coin. À Lilongwe, c'est tous ces danses se font pratiquement là-bas, chaque jour. Dans la capitale, C'est lui qui voulait pour Malawi. J'ai une petite parenthèse à faire. Hein. Pour qu'on continue à faire ça, on demande à ceux qui n'ont pas contribué une petite contribution volontaire dans le
le panier ici, ceux qui peuvent, qu'ils le fassent. Voilà, merci beaucoup. Nous avons déjà contribué. Oh non, non, c'est bon, c'est juste pour ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà. C'est ça, moi j'aime ça, parce que avec toi tu as déjà voyagé là-bas et tu es déjà initié. Je pense que tu es tolérant, contrairement à nos propres frères africains. Parce que nos propres frères, si tu les présentes ça, ils voient ça de manière négative. Alors, vous savez vous-même, c'est à cause de la religion. Il y a ceux qui sont musulmans, ceux qui sont chrétiens, et à cause ces religions sont venues diaboliser la tradition. Alors, c'est pourquoi vous qui étiez là, vous qui avez déjà voyagé pour avoir On pourrait peut-être mettre la lumière. notre vie de l'Afrique, vous avez une autre façon de concevoir ça. Et je vois, Serge le voit de manière positive, la façon dont il explique les choses. Et lui-même, il a été initié. Et il n'est pas laissé parce que je vois les Occidentaux, les Européens, qui voyagent en Afrique. Quand ils retournent avec une vision positive de la tradition, de la culture des Bantous. Parce que tout ça, c'est la culture bantoue. Mais contrairement à nos propres frères, qui sont peut-être dans ces religions, ce sont des gens en tout cas qui n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est une question, c'est à vous maintenant, vous qui êtes initiés, non seulement par rapport aussi à vos valeurs traditionnelles chrétiennes, mais aussi à des valeurs que vous venez d'acquérir au Malawi, d'essayer d'initier, de parler à nos frères, que ce soit dans l'église, dans des débats pareils. Parce que nos propres frères africains, noirs, ils ont une vision, une compréhension très négative Bon. à leurs propres frères. Est-ce que je vais faire une tentative de réponse à ça, là? Le père Boucher, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, presque 6 ans, il a dit une chose: Dieu était présent dans la vie spirituelle du peuple tchéwa avant l'arrivée des missionnaires. Donc Dieu a toujours été présent dans la vie de tous les peuples, de tous les temps. Maintenant, le défi, c'est de mettre en valeur, de découvrir les éléments spirituels initiés ou compris ou donnés par l'expérience de ce peuple-là à travers les siècles passés, les mettre en valeur, parce que il n'y a rien de mauvais en soi. Il y a de mauvais que ce qu'on veut faire mauvais. Mais qui sommes-nous pour dire que les goulets sont mauvais? Alors, le même problème que vous avez eu quand je vous ai posé la question à savoir qu'est-ce que vous pensez du masque qu'on voit ici, vous avez vu déjà un diable. Les premiers missionnaires qui sont arrivés, ils ont eu le même choc culturel, ils n'ont rien compris, ils ont diabolisé comme tu as mentionné, les musulmans ont fait la même chose. Donc, il y a eu un manque de compréhension, un manque, parce qu'ils ont jugé par rapport à leur contexte culturel d'origine. Et on fait tous la même chose. Qui que nous soyons, de quelle culture que nous venions, nous jugeons l'autre par rapport à soi. C'est un phénomène anthropologique universel. Et il faut beaucoup de temps avant de parvenir à se comprendre. Alors, le Père Boucher, lui, travaille depuis des années, il a consacré toute sa vie pour ce rapprochement. Et de dire, essayons de comprendre de l'intérieur les messages qui sont derrière, les valeurs qui sont exploitées, la fidélité, le respect de l'autre. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont en fait évangéliques. Et puis, les goulets vont dénoncer le mal. Mais comme on n'est pas initié, qu'on ne comprend pas de l'intérieur, eh bien, on arrive avec une situation où les Africains, beaucoup d'entre eux, qui n'ont pas été en contact avec leur propre culture, sont déphasés, deviennent étrangers à leur propre culture et s'aliènent en quelque sorte. Et on trouve maintenant une situation où l'identité est remise en question. On ne peut pas non plus imaginer un futur sans avoir des racines
profonde dans sa propre culture. Si maintenant je vais dénigrer ma culture parce que je la juge mauvaise, parce que certains ont dit qu'elle était mauvaise, bien, mon identité est affectée. Et il y a comme une séparation ou un double langage. Je peux prétendre être chrétien, aller à l'église le dimanche et puis aller voir les goulets les autres jours. Donc, il y a vraiment un problème fondamental où on ne parvient pas à intégrer l'un et l'autre. Maintenant, le Père Boucher dit on peut être à la fois chrétien et membre de la Société secrète des Goulé-Wamkoulou, ce que l'Église rejette dans son langage officiel. Et les musulmans, la même chose. Donc, on est encore dans un cul-de-sac. On ne parvient pas à se comprendre. Et tout l'effort que fait le Père Boucher, eh bien, les gens de l'Église catholique et les autres, même les autres, peut-être même moins les protestants que les catholiques, là, à cet égard, bien, ils agissent exactement selon la coutume et la culture des Tchéwas. Ils vont dire au Père Boucher, « Ah, mais c'est merveilleux ce que vous faites, c'est fantastique, vous êtes notre chef, vous êtes un grand missionnaire, vous êtes un blanc. » Donc ils vont l'encenser, ils vont le remercier pour tout le travail qu'il a fait, pour la préservation de la culture. Et ça, c'est proprement Tchéwa. C'est proprement Tchéwa, cette attitude-là. Mais la vérité, elle est cachée, c'est que derrière, ils sont contre. Donc, on arrive à un genre de paradoxe. Alors, comment sortir de cette impasse? Je n'en sais rien. Ce que je sais simplement, c'est que en ce moment, depuis assez longtemps, le Malawi comme pays est dans une crise identitaire très profonde. Moi, j'entends les gens parler, et ce que j'entends, c'est on veut se moderniser, on veut évoluer, on veut progresser. Et le deuxième langage, on veut conserver nos traditions. Mais les traditions sont complètement contre le progrès, contre l'accueil de l'autre, c'est la préservation des acquis, des valeurs ancestrales. Alors, le grand débat qui se présente maintenant, c'est comment intégrer une modernité dans un contexte où on fuit la modernité. Donc, il y a comme une tension. Alors, vous ne pouvez pas imaginer la tension sociale et la tension psychologique que les gens subissent présentement dans ce conflit permanent entre une aspiration légitime vers la modernité et le rejet d'éléments négatifs de la tradition, et en même temps cette idée de dire, ben c'est nous, c'est notre tradition. Il y a un conflit qui est profond, qui est traumatisant. Donc, le Malawi traverse une période de grand traumatisme. Associé à ça, il y a un marasme économique sans précédent, et les sociologues ne parviennent pas encore à comprendre comment il se fait qu'un tel pays n'a pas encore explosé socialement dans une folie furieuse. C'est toujours stable, c'est toujours permanent, ça ne bouge pas. Alors, ça veut dire que l'idée de l'évitement conflictuel, qui est profondément enraciné dans l'esprit de survie, est encore plus fort que la revendication à nos droits légitimes comme êtres humains. Vous voyez comment c'est complexe. Alors, moi, je suis inquiet pour le Malawi parce qu'un jour ou l'autre, ça va faire comme un volcan. Ça va exploser. Et c'est inévitable, mais on ne peut pas savoir quand, puis cela aurait déjà dû se produire, mais on verra. C'est que la frustration est telle qu'il s'agirait de presque rien pour que tout soit démoli de fond en comble. Alors, ça, c'est ma perception. Et je peux être dans l'erreur, parce que je juge en disant ça, c'est un jugement. Hein? Je juge par rapport à ce que j'ai observé, par rapport à ce que je comprends de la réalité, mais c'est une perception extérieure. Mais je sais que de l'intérieur, parce que la dernière fois que j'étais au Malawi, j'ai eu un entretien avec un pasteur, puis qu'il était vraiment heureux d'affirmer que le Malawi est un pays pacifique. Mais j'ai dit, pacifique en quoi? Mais il n'y a pas de guerre. J'ai dit oui, mais il n'y a pas de justice non plus. Un pays sans justice, ce n'est pas un pays en paix.
C'est un pays où 10% de la population consomme 50% des biens, puis le reste de la population vit avec rien. Puis là, la situation est maintenue de cette manière-là par une oppression culturelle qui est alimentée par le politique. Alors, je veux dire, c'est quoi votre avenir? Puis là, il ne comprenait pas ce que je disais. Là, je venais de lui révéler quelque chose, puis là, il s'est mis à réfléchir. Il disait, il ne savait plus quoi répondre. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je suis plus inquiet pour le Malawi que je peux l'être pour le Congo. Parce que le Congo, où j'ai vécu également, il y a un dynamisme. C'est un pays complètement à la dérive quand on juge de l'extérieur, parce que c'est le chaos. Mais moi, j'ai vécu dans le chaos du Congo, du Zaïre à l'époque, et j'étais très content, j'étais très heureux au Congo. Moi, j'ai bien aimé mon expérience, j'étais très proche des gens extraordinaires. Quand on est d'un poisson dans un aquarium, on ne voit pas la grandeur de l'aquarium, on juge l'aquarium seulement à l'extérieur. Mais quand on est à l'intérieur, on s'amuse bien. Alors, le peuple congolais, c'est un peuple dynamique, c'est un peuple qui n'a pas peur des défis, un peuple qui se prend en main, qui n'attend pas les ressources extérieures pour se prendre en main, mais qui vit dans un chaos inimaginable et malgré tout, quand même, parvient non seulement à survivre, mais à se développer, à s'organiser, à s'entraider. Moi, j'ai une grande admiration pour le peuple congolais et le jour que le Congo comme pays va se donner des structures nationales adaptées à sa réalité culturelle et politique, ce pays-là va révolutionner l'Afrique. Mais le Malawi est appelé à la déchéance. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Il y a une surpopulation effroyable. Le pays est exigu, il n'y a plus de place pour y vivre. Ça va finir par exploser. La Zambie où j'étais jusqu'à tout récemment, c'est un peu l'entre-deux. Il y a le côté British, le côté loi et ordre, puis en même temps, il y a un élément un peu plus dynamique qui vient des populations du sud du Congo, des Babemba et des autres. Donc, la Zambie est en train de faire le témoignage qu'il est possible d'avoir une démocratie. Depuis 50 ans, il y a eu 5 gouvernements qui ont changé par des élections tenues en bonne et due forme. Donc, il y a ça aussi, mais on ne parle pas de la Zambie parce que ça va pas trop mal. Alors, on parle du Congo parce que c'est le chaos, puis on ne parle pas du Malawi parce que c'est trop petit puis c'est insignifiant. Le problème, c'est pas vraiment le problème, mais ce que je ressens, c'est que moi, je suis très fortement attaché à la fois au Congo, au Malawi ou en Zambie, et partout où j'ai été, j'ai développé des relations d'amitié avec les gens, et ça me fait très mal de voir des situations semblables. Mais que voulez-vous? On fait ce qu'on peut. Bon, alors j'ai été un peu plus loin dans ma réponse que ce que tu as mentionné, mais pour revenir à ton point, il ne faut pas oublier que l'Afrique, là je parle au nom de l'Afrique, je ne devrais pas parce que l'Afrique est immense et la variété de l'Afrique est très large, mais ce que je comprends ou j'ai connu de l'Afrique, là, le Congo, Malawi, Zaïre, il faut admirer la capacité des Africains de parvenir à intégrer ou à surmonter tous les défis actuels que pose la modernité versus l'attachement aux valeurs traditionnelles. Nous, de l'extérieur, on n'a pas idée de ce que ces gens-là doivent surmonter. C'est phénoménal. Et c'est la raison pour laquelle ils méritent tous nos respects, parce que nous, mis dans des situations comparables, nous, on s'effondrait en un rien de temps. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que tendre vers la modernité supposerait qu'il faut perdre les valeurs traditionnelles? Ben voilà, le problème, le débat est là. On peut très bien être en amitié, en lien avec nos valeurs traditionnelles et être ce que nous sommes depuis toujours et avoir accès à la modernité. L'un ne devrait pas empêcher l'autre, mais c'est comme si les positionnements ont été mis de telle façon qu'il y a maintenant une opposition. Mais ils ne devraient pas. On devrait très bien pouvoir moderniser un pays comme le Malawi ou n'importe quel autre pays tout en préservant
notre caractère identitaire, original. Moi, je viens du Bénin. Et aussi, c'est Le vaudou, c'est le berceau du vaudou, comme on dit, c'est beaucoup de choses. Et un gouvernement, déjà, un président a réussi à instaurer même une journée de la fête du vaudou. C'est le 10 janvier. Et ça prend de l'ampleur partout. Et ouais, quand j'ai dit le Bénin, tout le monde a réagi. Je vous invite à visiter aussi le Bénin. Parce que là, il y a un travail sérieux à faire, vraiment au niveau du Bénin. À quel travail? Ce que vous avez fait au Malawi, au Bénin, vous allez travailler certainement sur le vaudou. Parce que c'est quand même une grande difficulté pour nous. Le pont entre cette modernité et la tradition. Le frère disait tout à l'heure que les Africains ont un complexe aujourd'hui à s'affirmer et à affirmer leur culture. Mais ça, c'est ce qui est mis dans la tête. À l'école, on nous a appris quoi? On nous a dit c'est mauvais. L'Africain grandit avec ce cliché-là dans la tête. Et ça fait que son grand-père, il évite. L'Africain ne va plus vers son grand-père. Parce que le grand-père incarne la sorcellerie et la méchanceté et tout ça. Ça a amené aujourd'hui de petits cloisons. Lorsque nous arrivons ici, vous êtes ici aujourd'hui en Occident dans un problème où les personnes âgées sont pratiquement en griffe, exclues de la société. Les Africains tendent vers ça. Mais ils n'ont pas de structure pour gérer les personnes âgées. Au moins ici, il y a des centres où on met les personnes âgées, mais là-bas, ils commencent à être abandonnés dans les villages. Parce qu'on n'a plus le courage de vivre avec son grand-parent. Alors, j'aimerais juste ajouter un tout petit point, là, entre le bien et le mal, là, le mauvais et le bon. Il n'y a aucune culture parfaite. Il n'y a aucune culture intrinsèquement mauvaise. Il y a des éléments dans la culture traditionnelle africaine, peu importe le pays, le Bénin, le Malawi, peu importe, il y a des éléments culturels fondamentaux qui sont de grande valeur pour la survie des peuples, pour l'harmonie entre les gens, n'importe quoi. Et il y a aussi des éléments mauvais. Comme dans notre culture occidentale, il y a du bon, il y a du mauvais aussi. Donc, il faudrait reconnaître que le mal n'est pas uniquement dans un endroit, il est partout et que le bien est partout selon nos options. Alors ça, je pense que c'est important à dire. Et le respect, je pense que ça, c'est un point fondamental. Il n'y a pas de possibilité de progrès humains et sociaux sans le respect mutuel. La première règle, je pense que c'est celle-là. Je pense que comme missionnaires, nous avons passé d'une époque où on croyait avoir la vérité et le devoir de l'imposer à une situation aujourd'hui où on se dit non, ce n'est pas ainsi. C'est à moi, comme étranger, missionnaire, d'entrer le mieux possible dans la vision de l'autre pour y faire ressurgir les éléments spirituels et de valeurs spirituelles qui sont incarnés dans cette culture, la mettre en valeur, l'exposer et lui dire voilà des éléments qui sont compatibles avec l'Évangile. Mais par contre, il y a telle histoire ici, là-bas, là, ça, peut-être que c'est mauvais, mais pensez-y, là.